Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à toi Margot, dans la Maison de la Méditation, qui est donc l'antenne parisienne de l'école de méditation, dans laquelle on organise beaucoup d'événements pour nos membres, mais aussi des rencontres comme celle de ce soir, avec cette vision d'être un mouvement d'éducation populaire, c'est-à-dire un espace où on peut au fond apprendre toute sa vie et pas juste s'arrêter à ses études, et en ayant justement des rencontres avec différents penseurs, différents thérapeutes, des sociologues, des gens voilà, d'un peu de divers horizons qui nous aident à mieux comprendre notre monde, à interroger un peu notre société, nos vies, pour que voilà, chacun puisse vraiment mieux comprendre sa vie, à la fois ce qui nous enferme dans notre monde, et puis aussi comment on peut se libérer. Donc Margot, tu vas nous parler de ton nouveau livre, qu'on est très heureux de pouvoir donc présenter, L'intelligence intime. Tu es sexothérapeute, tu es écrivaine, conférencière et puis formatrice aussi. Plein de Tout choses. ça, Tout ça. tu vas pouvoir nous en parler. Tu pratiques également la méditation. Ouais. Donc c'est un lieu parfait pour toi. Et donc tu as écrit ce livre à partir de ton expérience et tu vas pouvoir nous en parler un peu en détail. Moi en tout cas je suis vraiment très très content de pouvoir faire cette interview avec toi pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que j'ai beaucoup aimé le livre, vraiment ça m'a beaucoup parlé de voir un livre qui ne soit pas un ensemble de recettes ou de méthodes qu'on aurait à appliquer, mais au fond plus une manière de bousculer un peu notre regard et voilà, de simplifier, d'apaiser, de transformer notre rapport à la sexualité. Et ça, tu nous permets, voilà, au fil des rencontres que tu présentes dans le livre, des personnes que tu aides aussi, etc., à vraiment comprendre ça. Donc ça, déjà, c'était vraiment très aidant. Je suis aussi content que tu sois là parce que c'est ton livre, même si il ne parle pas que de méditation, mais il en parle quand même assez souvent. Et dans l'école de méditation, au fond, on passe notre temps à essayer d'en parler d'une manière qui soit vivante, qui soit parlante. Et souvent, la méditation est malheureusement ramenée à une technique de gestion du stress ou juste un moment voilà, de relaxation à la fin des cours de yoga, ce qui est très bien, mais c'est pas ça en fait. Donc c'est intéressant là de pouvoir... Enfin, tu as vraiment mis en œuvre, mis en action ce qu'est la méditation, c'est-à-dire un changement de rapport au monde, réapprendre à être présent à soi, aux autres, à son corps, aux choses. Donc ça, c'est passionnant pour ça aussi. Et puis ton livre, il parle bien sûr de sexualité, d'intimité et au fond beaucoup de la relation. Qu'est-ce que c'est les relations à soi, aux autres. Et c'est un sujet comme la sexualité, mais qui au fond dont on parle assez peu au quotidien, nos relations, à part peut-être avec nos psys, et encore. Et encore. Et encore. Et donc, Malheureusement. Donc c'est vraiment précieux de pouvoir parler de ça. Et au fond, je pense qu'on a tous besoin de réapprendre à relationner, même si le terme est un peu barbare. Et la pratique de la méditation est aussi une pratique relationnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupé du monde dans une bulle, dans une pratique d'intériorisation, mais au contraire, on s'ouvre au monde. Donc voilà, énormément de points communs, de choses à approfondir ensemble. Voilà ce que je pouvais dire en intro. Peut-être que tu as déjà des choses sur lesquelles tu veux rebondir ou si tu veux te présenter un peu plus en détail. Je peux me présenter un peu plus. Donc, Margot Fried-Fignosa. Qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est vrai que je fais beaucoup de choses différentes. J'aime cet échange différent où je parle aux enfants, aux ados, aux parents, aux psy, aux humains, en fait, globalement. Pour moi, souvent les gens me demandent mais comment ça se fait que ton livre c'est pas l'intelligence sexuelle ? Parce que mon sujet c'est pas la sexualité, c'est l'intimité. Et je pense que ce qu'on peut faire dans le reste de notre vie, par exemple exprimer ses désirs, demander une promotion, négocier quelque chose, on peut pas forcément le faire dans la sexualité. Moi j'ai plein de personnes qui viennent me voir en me disant dans le reste de ma vie tout va bien, j'ai confiance en moi, je suis assurée, je suis solide. Par contre, dans l'intimité, j'arrive pas du tout. Et
Par contre, je pense que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si on est capable, dans l'intimité, dans la sexualité, de dire j'ai envie que tu me touches plutôt ici et plutôt comme ça. Est-ce que tu peux m'embrasser dans le cou? J'aurais envie que tu me regardes pendant qu'on fait l'amour. Par contre, j'ai pas envie que tu me touches comme ça. Du coup, on peut le faire partout dans le reste de notre vie. Donc je pense que ça va dans ce sens-là, mais ça va pas forcément dans l'autre. C'est pour ça que moi, c'est une des raisons pour lesquelles c'est la sexualité surtout qui m'intéresse, parce que c'est l'endroit où on est à nu dans tous les sens du terme devant l'autre. Il n'y a aucun endroit pour se cacher, à moins d'éteindre la lumière, mais encore, on n'est pas vraiment caché. L'autre nous touche, il sait qu'on est là. Et du coup, c'est vraiment cet endroit qui est le plus vulnérable et dans lequel la rencontre est d'une certaine manière le plus riche. Donc moi, c'est vraiment cette dynamique-là d'intimité profonde, en fait, qui m'intéresse dans la sexualité. Et je pense qu'au final, c'est tout ça dont on a envie dans la sexualité, mais c'est pas ça qui est montré dans la société. Quand on voit sexualité, on voit porno, on voit images, on voit tout ça, où c'est toujours très rapide et vers le but du plaisir. Mais pour moi, le but de la sexualité, c'est pas le plaisir, en fait, c'est l'intime, la rencontre, la connexion. Et devant ce manque un peu abyssal de choses qui me parlaient à moi, je me suis dit qu'il fallait faire un peu différemment. Et en fait, j'ai découvert un peu par hasard ce monde de sexualité dans la conscience, la méditation à San Francisco, quand j'étais partie faire un échange universitaire. Et ça a été tellement fantastique pour moi qu'à la base, je me suis pas dit je vais devenir sexothérapeute en plus. Puis pour ceux qui connaissent un peu mon histoire familiale, ma mère, Isabelle Filiosa, thérapeute, a écrit plein de livres. Ma grand-mère, Anne-Marie Filiosa, thérapeute, a écrit des livres. Mon grand-père, Rémi Filiosa, thérapeute. Enfin bref, il y a beaucoup de thérapeutes dans ma famille. Du coup, quand j'étais ado, je me suis dit, non mais moi, je ne deviendrai jamais psy. Et en fait, c'est quand même inscrit quelque part dans mon ADN, je pense, dans la manière dont j'ai grandi. Et du coup, voilà, à la base à San Francisco, j'ai découvert ça et je me suis dit, ouais, c'est génial. Et je le voulais pour moi. Et au fil de l'avoir pour moi, je l'ai voulu pour les autres aussi. Donc voilà, quelques mots, puis j'imagine que tu vas me poser d'autres questions, parce que sinon je peux juste parler aussi, j'ai plein de choses à dire. On va t'écouter, mais merci pour déjà nous avoir dit ça. T'as dit à un moment, la sexualité, on a un rapport de rapidité, on pense tout de suite au porno, etc. On n'en parle pas. Est-ce que tu pourrais nous dire, au fond, peut-être en quoi ton travail consiste justement et quelle vision tu as de la sexualité au fond dans la société et dans nos vies? Mon travail, il est simple. C'est ramener de la joie dans l'intime. Je pense qu'on pourrait juste le ramener à ça. Parce que globalement, quand des gens viennent me voir dans mon cabinet, c'est souvent lourd. C'est il y a ce poids, si j'arrive pas à avoir d'orgasme, j'arrive pas à avoir d'érection, j'arrive pas à avoir de désir, je me sens bloquée, j'ai honte, je me sens pas normale, je me sens pas à la hauteur, j'ai peur d'être quittée, enfin c'est... Et on en oublie que la sexualité c'est un moment de jeu. Sous le poids de toutes les injonctions, de toutes les peurs, de tous les traumatismes qu'on a vécus, on en oublie que c'est un moment de jeu, de partage, et pour beaucoup de personnes, je pense, sexualité, c'est pas, si on pense sexe, les premières pensées qui nous viennent, c'est pas joie, jeu, partage, liberté, rigoler, légèreté, c'est plutôt anxiété, tension, performance, réussir, orgasme, enfin ça va être ce monde-là. Et du coup, mon travail, c'est pas passer de ce monde-là où c'est lourd à... En fait, on peut s'y amuser, ça peut être léger et ça peut être doux. C'est surtout ça, c'est la tendresse, la douceur et la joie. Tout un super programme. Tout un programme. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le livre, c'est que quand même très souvent, tu rappelles le fait de pouvoir avoir des moments de relations sexuelles et qui ne sont pas forcément ceux qu'on imagine en plus, d'ailleurs, qui peuvent être beaucoup plus simples, et de le faire sans être dans une perspective de résultat.
Ouais. Donc là, tu as parlé de joie. Justement, on pense à joie, ça enlève le côté, on va chercher un résultat, on ne va pas mesurer le pourcentage de joie, etc. Mais c'est vrai que souvent, on y va, voilà, on veut relâcher la pression, on veut du plaisir, il y a tout un tas de choses. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça? Je peux dire plein de choses sur ça. J'aime bien, on ne peut pas relâcher un pourcentage de joie. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir trouver la bonne réponse, la bonne chose. Et une autre chose que j'avais envie de dire, c'est que souvent aussi, quand les gens viennent me voir, ils ont l'impression que c'est un peu cette montagne insurmontable. C'est-à-dire que passer de l'anxiété à la joie, mais est-ce que pour moi, ça va vraiment être possible? Comment est-ce que vraiment, enfin, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que c'est comme ça, comment est-ce que je vais pouvoir faire ce changement? Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est justement dans cette idée de joie, c'est qu'en fait, le changement, il n'est pas si loin. C'est un peu, je sais pas si vous avez déjà eu dans la méditation, par exemple, ce déclic où vous êtes dans votre tête, et puis d'un coup, vous ramenez l'attention au corps. Et d'un coup, on est juste là. Ça n'a pas pris 18 ans de thérapie pour juste, je suis là. Et souvent, les gens qui viennent me voir sont surpris de, en fait, la rapidité, parce que ce que je propose, c'est juste plus naturel pour le corps, en fait. On a tous envie, d'une certaine manière, de lâcher prise, de se sentir en sécurité, de pouvoir jouer. Et je pense que dans la mesure où on crée le contexte, le cadre sécuritaire dans lequel on peut avoir cette expérience, en fait, nos corps, naturellement, ils y vont. Nos cœurs, naturellement, ils s'ouvrent. Et notre esprit, naturellement, il lâche, parce que c'est ça qui est juste naturel, en fait, à l'intérieur de nous. Et alors, comment on crée ce contexte sécuritaire, justement? On a besoin d'identifier déjà où est l'insécurité. Par exemple, dans le début du livre, je parle d'une femme qui vient me voir en me disant j'ai un problème, j'ai un blocage, j'ai un problème dans la sexualité, moi j'ai pas de désir, j'ai mal, tout ça. Et déjà, la première chose, c'est de se dire maintenant, en fait, c'est pas qu'elle a un blocage, c'est pas qu'elle a un problème, c'est déjà que l'approche, pour elle en tout cas, l'approche de la sexualité lui convenait pas. Je pense que quand il y a de l'insécurité, il y a plusieurs choses. On a besoin de se poser la question de pourquoi ça fait non, en fait, et à quoi est-ce que ça ferait oui. Il y a aussi toute la dimension du trauma, et peut-être qu'on en parlera juste un petit peu après, parce que quand on a vécu un traumatisme, qu'il soit sexuel ou pas, on reste en état d'alerte, et ça s'applique un peu partout. Mais juste si on met le trauma à part pendant une petite seconde, juste le cadre, la manière dont on approche la sexualité. Par exemple, avec cette femme, on a étudié un peu, qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait se sentir juste relâchée. En fait, elle, ce qui la stresse, c'est la sensation d'être obligée d'amener son homme à l'éjaculation et à l'orgasme. C'est-à-dire que si elle n'a pas fait ça, en fait, il n'y a pas d'autres options globalement que de faire ça. Parce que c'est... Dans le livre, il y a cette... vous connaissez la règle implicite, tu touches un pénis, tu le fais jouir. Si tu es une femme, tu connais cette règle. Elle a été imprégnée dans ton cerveau. Tu n'as pas d'autre choix, vraiment. C'est hyper conditionné. Alors bien sûr aussi, pour les hommes, vous êtes censé faire jouir les femmes, il y a cette pression de la performance. Mais je pense que de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que pour les femmes, il y a quand même tout le poids du devoir conjugal. Pas d'échappatoire. Ouais, pas d'échappatoire, parce que jusqu'à récemment quand même, un homme pouvait divorcer d'une femme et d'ailleurs c'est encore parfois le cas que des hommes disent elle a failli au devoir conjugal, elle n'a pas répondu à mes besoins sexuels et du coup elle va rien avoir dans le divorce, c'est moi qui gagne. Enfin, jusqu'à récemment, les femmes étaient obligées d'avoir des relations sexuelles avec leur mari, enfin par la loi, c'est quand même assez donc le conditionnement qui est à l'intérieur de nous est quand même très très lourd. Donc déjà, si on enlève ça, par exemple, et qu'on dit, mais en fait, ensemble, en couple, on dit, là, à l'instant, on a tous les deux envie d'un moment d'intimité. Et on dit que ça va durer que 15 minutes, 5 minutes, et qu'il va se passer ci, mais pas ça. Alors, on peut poser des règles, en fait. On peut poser les règles du jeu. Et souvent, quand je dis ça, les gens me disent, oui, mais du coup, ça va enlever la spontanéité, non ? Donc je vous pose la question, quand vous jouez à un jeu de société, pour vous, il n'y a aucune règle en fait.
Vous êtes en train de jouer au Monopoly, vous pouvez juste attraper les hôtels comme ça quand vous les voulez. Vous prenez tout l'argent de la banque, il n'y a pas de règle de non, il faut aller sur cette case, puis sur cette case. Par contre, il faut surtout pas aller sur cette case, c'est pas une bonne idée si on se retrouve en prison. Enfin, il y a des règles en fait. Et c'est parce qu'il y a des règles qu'on joue au jeu et que c'est intéressant. On a tous consenti à jouer aux mêmes règles au Monopoly. Dans la sexualité, il n'y a personne qui a posé de règles. Et après, on s'étonne que ça se passe pas bien en fait. Donc je pense que ce cadre sécuritaire, d'une certaine manière, c'est poser, pas forcément des règles dans le sens très strict, ou moi tout codifié dans la sexualité, mais pour chaque moment, si on est dans notre tête, qu'on n'arrive pas à se relâcher, qu'on n'arrive pas à rentrer dans le corps, bah parfois il y a juste besoin d'exprimer un désir, d'exprimer un besoin, et de pouvoir poser un cadre dans lequel on a tous les deux consenti à la même expérience. Et on ne se sent pas obligé. Et à partir du moment où on ne se sent pas obligé, on peut se sentir libre. Mais sinon, on ne peut pas avoir ni désir, ni plaisir, ni orgasme, enfin, ou alors de manière mécanique, mais notre cœur, il n'y sera pas. Alors je pensais pas forcément parler de ça tout de suite, mais puisque tu l'abordes, si on pose un cadre à deux, on est obligé forcément d'être deux, d'être en relation et d'être en capacité de communiquer ce qu'on veut vraiment. Donc comment... et au fond, tu parles tout le temps dans le livre de ça, c'est souvent des couples que tu vois qui ont des problèmes au fond. C'est quand même souvent des problèmes de communication, de pas arriver, mais de pas... Enfin, c'est à la fois poser un cadre à deux, mais souvent, on sent que les personnes n'ont pas un cadre juste pour elles, pour pouvoir dire ce qu'elles ont à dire. Donc, comment tu les aides justement à ça? Il y a tout un travail. Je vois des couples, mais je vois aussi plein de célibataires, j'ai les deux. Et de toute manière, ça passe par un chemin personnel. C'est-à-dire que ce matin, je parlais à une femme qui me disait « Mais pour moi, c'est impossible d'exprimer ce dont j'ai envie. » Parce qu'il y avait plein de croyances, de peurs, d'interdits. Donc, même si on pose le cadre avec son homme, pour elle, il en reste que ça bloque. Et la réalité, en vrai, en plus, c'est que moi, j'ai plein de femmes qui me disent « Mais je pourrais pas lui dire ce que je veux. Je suis sûre que ça va le blesser, l'émasculer, qu'il va se mettre en colère, que ci, que ça. » La réalité, c'est que moi, ça va faire bientôt 9 ans que je reçois des couples de célibataires, tout ça. 98% des cas, en face de moi, j'ai plutôt des hommes qui sont en mode « Mais quand est-ce qu'elle va me dire comment faire? J'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de la satisfaire, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de savoir. » Et là où je me sens émasculée, c'est quand je ne sais pas quoi faire, en fait, et que j'essaye tout ce que je peux potentiellement imaginer pouvoir faire pour la rendre heureuse, et ça ne marche pas, parce qu'elle ne me dit pas ce qu'elle veut. Et c'est là où, en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de poser ce cadre en couple pour se sentir libre de pouvoir commencer à exprimer des choses. Mais il y a aussi un travail, c'est sûr, personnel à l'intérieur de soi pour guérir les traumas, peut-être dans l'enfance, peut-être dans notre rapport à notre corps, peut-être dans tout ça qui font que, du coup, on ne s'autorise pas. C'est sûr que si on a la règle à l'intérieur de soi, j'ai pas le droit au plaisir, mon plaisir n'est pas important, quelque chose comme ça, mais du coup, c'est dur d'avoir du plaisir dans la sexualité. Et puis, moi aussi, en préparant cette rencontre, en parlant avec des amis, pour essayer de voir c'est quoi les questions un peu brûlantes, c'est quand même beaucoup autour, tu l'as très bien décrit, on peut avoir, au fond, on a la même attente, mais de deux points de vue différents, mais juste on est en incapacité pour plein de déblocages parfois familiaux, parfois juste la relation petit à petit, quelque chose se tisse et on n'arrive pas à en sortir. Et là tu parles aussi à la fois des rituels et des jeux, et de cet aspect de jeu où on peut inventer et faire un pas de côté. Ça c'est vraiment passionnant aussi, je trouve. J'aime bien ce mot inventer sa sexualité. J'ai souvent, je pense à une personne avec qui je fais pas mal de travail de groupe aussi, et c'est dans un groupe. Et on parlait du rapport au désir, d'exprimer son désir. Elle me disait, mais moi je sais pas ce que je peux vouloir.
Et j'ai commencé à donner plein d'exemples. Je suis bah, peut-être que tu aurais envie qu'il t'embrasse dans le cou très légèrement, puis qu'il caresse le haut de ton dos, et puis qu'il se passe ci, et puis qu'il embrasse entre tes cuisses, mais pas ton sexe. Enfin, je sais pas, j'ai peint un peu une image. Elle m'a dit mais non, j'aurais jamais imaginé tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans les interventions scolaires avec les ados, on parle toujours de porno, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, globalement, quel âge qu'ils aient, ils en ont vu. Et je leur pose la question, à votre avis, est-ce que la pornographie augmente ou diminue l'imagination ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent ? Oui, ils disent tous que ça augmente l'imagination. Parce que du coup, ils ont plus d'images en tête. Mais en fait, non. C'est-à-dire que la pornographie, ça diminue notre imagination. Parce que c'est globalement un peu les mêmes scripts. Mais au-delà de la pornographie, si on regarde dans les films romantiques ou quoi, on est d'accord, c'est quasiment tout le temps le même script. Et ça me rend folle. Ils se rendent compte qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Ils s'embrassent. Tout de suite, il y a la main dans la culotte, on enlève les vêtements et ça y est, ils sont en train de baiser. Je suis waouh! Mais moi, j'aime pas faire l'amour comme ça, en fait. Enfin, peut-être une fois sur 200, j'aime faire l'amour comme ça, mais dans tous les films, c'est le seul script. Ça me rend folle. Ça me rend folle parce que c'est à chaque fois, mais regardez n'importe quel film, on s'embrasse et tout de suite, on saute au truc, en fait. Jamais dans les films, on voit où est-ce que tu as envie que je t'embrasse, de quoi tu as envie. Viens, on prend du temps pour se caresser, pour s'embrasser. Viens, on fait pas de pénétration. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre script, en fait. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose de très scénarisé. Dans notre inconscient collectif autour de la sexualité, c'est juste très, très, très scénarisé. C'est tout le temps un peu la même chose, la même série d'étapes. On s'embrasse, on se déshabille, préliminaire, pénétration, orgasme, fin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai une partie faire l'amour dans le désordre, déjà. C'est ok, prenez les mêmes pièces si vous voulez, mettez-les dans un autre ordre. Déjà ça. Et puis après, oser rêver à d'autres choses. Parce qu'en soi, quand on enlève le carcan de ce rapport stéréotypé, tout le monde a plein de désirs. Et la vraie question du désir, c'est pas qu'est-ce que je pense que je devrais désirer, qu'est-ce qui l'exciterait, c'est là à l'instant. Indépendamment de ce que je pense que je devrais vouloir, de quoi est-ce que mon corps a envie ? Est-ce qu'il a envie d'une caresse dans le dos ? Est-ce qu'il a envie qu'il me caresse les cheveux ? Est-ce qu'il a envie d'être juste là, l'un contre l'autre, sans bouger, à se sentir respirer ? Juste là, à l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui est juste dans mon corps ? Et c'est comme ça qu'on sort en fait de ce stéréotype et de ce modèle qui sert à personne parce qu'en fait, personne n'est excité comme ça là d'un coup, bam bam. Enfin, oui, parfois de temps en temps, mais quand même, en général, ça prend un peu plus de temps pour l'excitation à monter. Et du coup, moi, j'ai plein de femmes qui viennent me voir en me disant mais j'aime pas le sexe. J'aime pas la pénétration. Ah bon, vous n'aimez pas être pénétré sans être excité, à sexe, sans lubrifiant et sans amour ? Je suis choquée. En effet, votre corps ne fonctionne pas. À un moment, c'est-à-dire que toute la fondation de base de notre idée sur la sexualité ne peut pas fonctionner. Et après, on se retrouve avec des statistiques comme 64% des femmes n'ont pas eu d'orgasme de leur dernier rapport sexuel. Bah, normal, en fait. Normal. C'est ça. Ce mot normal, il me rend folle aussi. Parce que j'ai plein de gens qui me disent mais est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant un rapport sexuel ? C'est normal ou normal quoi que ce soit d'autre. Mais c'est normal dans le sens où ça fait partie de la norme de ce que les gens vivent. Mais c'est pas parce qu'on est malheureux et que tout le monde l'est aussi que c'est ok de le rester. Un point dans ce sens-là, un point qui m'a beaucoup plu aussi, c'est quand tu parles de sortir des fantasmes. Et comment on est prisonnier de nos fantasmes et de ce rapport très, très mentalisé avec notre imaginaire qui peut avoir un côté intéressant mais qui peut aussi nous couper beaucoup du corps. Et donc je voulais un peu en arriver là. Comment retrouver un rapport au corps ? Et là, quel pont tu peux faire aussi avec la pratique de la méditation ?
Bah, pour moi, c'est un pont direct. C'est une autoroute. Là, j'ai soufflé dans le micro. Les fantasmes, c'est à double tranchant. Parce qu'en effet, ça peut créer plein d'excitations. Mais il y a un certain palier. Quand je dis les fantasmes, c'est quand on est dans un moment d'intimité, de sexualité avec quelqu'un ou avec soi-même et qu'on a besoin d'amener des images pour créer de l'excitation. Moi, j'ai plein de patients qui me disent « je ne peux pas être excitée ou jouir sans fantasme ». Et en soi, avoir des fantasmes de temps en temps ou les partager avec son partenaire ou soit dans la masturbation, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas anti-fantasme. Mais juste dans ces moments où si on a besoin d'images, qu'est-ce qui se passe quand on est en train d'avoir une image ? Ben, on est dans notre tête. On n'est pas dans notre corps et du coup on perd le contact en fait avec notre partenaire. On n'est pas là ensemble à se regarder, à vraiment être ensemble. Oui, le moyen de sortir de sa tête, qu'on soit dans les fantasmes ou qu'on soit dans la liste de courses, hein, c'est la même chose. C'est juste une autre forme de fantasme, mais je pense à autre chose pour créer quelque chose. Alors, la liste de courses en général crée moins d'excitation quand même que les plans à trois qu'on s'imagine, mais c'est de revenir à son corps. C'est pareil que quand on est dans un moment de méditation et qu'on se rend compte qu'on est en train de faire la fameuse liste de courses. Ben juste, on revient à son souffle, on revient à son corps. Dans le contexte de la sexualité, on revient à son sexe. Là, à l'instant, dans mon sexe, qu'est-ce que je ressens ? Et c'est là où on va retrouver l'excitation et le désir. Juste en observant en fait les sensations, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense aussi qu'on peut atteindre des paliers d'intensité, de sensations beaucoup plus intenses quand on est dans notre corps que quand on est dans les fantasmes et dans ce monde imaginaire-là, parce que d'une certaine manière, on est déconnecté du coup. Ouais. Ok, merci beaucoup. Non, mais c'est passionnant parce que c'est aussi les mêmes questions qu'on a dans la pratique. Comment et plus on va se dire, en même temps, plus on va se dire, il faut que je fasse, il faut pas que je sois dans mes fantasmes. Pire ça va être. L'avantage de la sexualité. C'est vrai que on revient peut-être plus facilement. L'avantage de la sexualité, c'est que si on est en méditation seul, bah, globalement en soi, à l'instant là, il se passe pas grand-chose non plus dans notre corps. C'est-à-dire que oui, si on met notre attention, on peut découvrir 10 000 sensations. Mais il y a quand même un peu plus de sensations dans notre corps s'il y a quelqu'un en train de nous titiller le clitoris ou de nous faire une fellation. Enfin, il se passe plus de choses. Et d'une certaine manière, pour moi, la sexualité, c'est aussi un outil pour revenir à son corps. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous aide, en fait, à revenir à notre corps. C'est où que ça soit, où qu'on soit touché sur le corps, c'est « Hey, je suis là, en fait, et toi, tu es là. » Et on peut revenir ensemble. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Et moi, en fait, mon introduction à la méditation, ça a été par une méditation sexuelle dans laquelle mon clitoris était caressé et mon point d'attention était juste sur mon clitoris, le contact entre le clitoris et le doigt. Et du coup, sentir les sensations dans mon corps. Et avant, j'avais toujours trouvé la méditation difficile, parce que pour moi, c'est difficile de juste être assise et ressentir mon corps. J'étais pas si connectée à mon corps que ça. Mais dans cette pratique de méditation sexuelle, il se passait quelque chose de tellement vif en moi que c'était facile d'y amener mon attention. Et bien sûr que mon cerveau partait à droite à gauche de temps en temps, mais la sensation et le fait qu'il y ait du mouvement ramenait facilement en fait mon attention. Et je pouvais juste me dire, ah bah ok, distraite, je reviens. Et du coup, après avoir fait ça pendant un moment, j'ai pu commencer à faire de la méditation assise juste moi. Et du coup, ça a été beaucoup plus facile parce que ça m'a permis d'entraîner ce muscle de l'attention qui du coup m'a permis de juste avoir cette relation à moi. Donc je pense que ça va dans les deux sens en fait. La méditation nous aide à être plus connectés à nos corps, à nous-mêmes, dans la sexualité, mais la sexualité peut aussi nous aider à être plus connectés à nos corps et à nous-mêmes dans notre pratique aussi de méditation. Je sais pas si on fera nos stages en commençant. On verra. Voilà, je lance l'idée. Ce
Tu parles aussi beaucoup de l'aspect d'apprentissage. Ouais. Et enfin, moi, c'est une des choses que je trouve difficile, c'est qu'on a beau lire des livres, s'intéresser au sujet, etc., essayer voilà, de plus faire comme avant. Souvent, on est juste repris par les mêmes trucs, et malgré soi, on refait l'amour voilà, comme on le faisait avant. Et donc, il y a tout cet aspect de chemin aussi qui est très intéressant à voir, et en même temps, du coup, de pratique, qu'il n'y a rien à obtenir, mais quelque chose peut grandir aussi. Alors, oui, tout à fait. C'est un chemin et ça se construit. Après, je pense aussi qu'il y a un certain déclic après lequel c'est difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que une fois qu'on a pleinement connecté à son désir, appris à exprimer, appris à poser le cadre, appris à qu'on est passé de se forcer pour faire plaisir à être connecté à son propre désir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais revenir en arrière, mais je pense que les phases dans lesquelles on revient en arrière aux anciennes habitudes sont beaucoup plus courtes et on en ressort beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que personnellement, ça m'arrive de me retrouver dans des moments où je ne me suis pas rendu compte que je suis allée un peu plus loin que ce que j'avais envie de faire pour faire plaisir à mon partenaire. Ça m'arrive. Du coup, je m'en rends compte. Et peut-être que si je me rends compte sur le moment, je le verbalise et puis on arrête. Si je me rends compte qu'après, parfois j'ai besoin de le verbaliser, parfois pas, mais juste pour mon système, je dis tiens, là je suis allée un petit peu plus loin, la prochaine fois je serai juste un peu plus attentive. Maintenant, c'est très rare. Il y a quelques années, pour moi, ça a aussi été un de mes grands déclics où dans cette communauté autour de la méditation, je me suis rendu compte de à quel point je me forçais dans la sexualité. Et depuis, avoir la vie sexuelle que j'avais avant, ce serait juste inimaginable en fait. Je vois pas comment ça serait possible d'y retourner. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand même c'est pas possible en fait de retourner à certaines choses. Ça veut pas dire que c'est parfait. Je pense que c'est toujours en spirale. C'est-à-dire que parfois les gens me disent j'ai l'impression de revivre tout le temps les mêmes choses. C'est pas en cercle, c'est ok. C'est vrai qu'on va être reconfronté à nouveau d'une certaine manière aux mêmes problématiques, mais c'est-à-dire quand on est dans une démarche de développement personnel, d'être connecté à soi, de thérapie, de tout ça, on va les re-rencontrer, mais on va les voir sous un angle différent, on va l'approcher différemment, on va être une personne différente de ce qu'on était avant. Du coup, je pense qu'une fois que le déclic est passé, ça va être des phases, mais on ne peut pas retourner comme avant en fait. Et surtout que ça m'amène à, si tu veux bien parler de la routine, cette fameuse routine qui semble être inévitable. Je pense que la routine, elle existe que dans la mesure où on n'est pas connecté à notre désir. Parce que si on est connecté à notre désir et qu'on fait l'amour basé sur notre désir, plutôt que ce qu'on pense qu'on devrait faire ou ce qu'on pense que l'autre doit faire, en fait, ça ressemble jamais à la même chose. C'est là à l'instant j'ai envie de me retourner, là à l'instant j'ai envie qu'on se regarde. Et du coup c'est constamment différent. Constamment différent. Parce que c'est basé sur notre désir. Parce qu'on n'a pas la même série d'enchaînements qu'on va faire de manière mécanique. C'est-à-dire qu'on ne peut tomber dans la routine que quand on est dans notre tête et qu'on suit quelque chose d'un petit peu mécanique ou qu'on fait pour faire plaisir. Sinon, c'est juste de l'exploration, du jeu à chaque fois. En fait, c'est quand, je sais pas s'il y en a qui sont parents ici, mais quand vos enfants jouent, ils disent pas c'est tout le temps le même jeu, j'en ai marre. Peut-être parfois, mais du coup, ils changent de jeu. Ils sont pas obligés de rester dans le même jeu. Ils ont cette liberté de pouvoir passer à autre chose, faire ce dont ils ont envie, en fait. Et du coup, ils disent pas j'ai plus jamais envie de jouer parce que jouer, ça m'ennuie, c'est tout le temps la même chose. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait aborder, mais peut-être ça peut être intéressant de laisser un peu de place aux questions de l'auditoire. Mais avant, tu voulais peut-être faire une petite pratique
pour nous aider un peu à... Tout le monde à poil, je rigole. Voilà. un froid dans l'assistance. Ouais, j'avais envie de vous proposer de faire une petite méditation guidée, courte. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Super. Et puis après, on ouvrira aux questions et à un échange. Je vous invite à vous asseoir confortablement ou vous mettre dans la posture qui est juste pour vous d'ailleurs. Et à fermer les yeux. Dans un premier temps, simplement observez votre souffle. Et sentir là à l'instant ce qui se passe dans votre corps. Sentir la chaleur, le cœur qui bat. Et je vous invite à contacter en vous l'énergie du désir, qu'il soit sexuel ou pas. Juste, qu'est-ce que ça fait dans votre corps quand vous désirez quelque chose? Et que vous savez que vous pouvez l'avoir. Sentez peut-être dans votre poitrine, dans votre ventre, ce que ça fait quand vous désirez. Observez simplement ce qui se passe dans votre corps. Puis je vous invite à amener votre attention sur le bas de votre ventre et votre sexe. Juste pour observer que cette zone fait partie de votre corps. Et observez quelles sensations vous pouvez y déceler. Sentez si c'est plutôt chaud ou froid. Tendu ou détendu. Voyez si vous pouvez trouver une sensation agréable, même si très très légère. Et juste y amener votre attention, y reposer votre attention. Sans lui demander quoi que ce soit. Vous êtes simplement là à observer ce qui se passe.
et observez le reste du corps. Je vous invite à envoyer le souffle jusque dans votre sexe. Souvent, on l'envoie jusque dans le bas de notre ventre. D'aller un petit peu plus loin. Et de sentir avec chaque inspiration et expiration l'alignement à l'intérieur de vous, de votre sexe, votre ventre, dans la colonne, vos poumons, votre nuque, jusqu'au haut du crâne. Et je vous propose, pour clôturer doucement cette méditation, d'amener de la tendresse en vous. Peut-être de la tendresse pour la partie de votre vie intime qui en a besoin, de la compassion et de l'amour. Et de sentir dans votre corps ce que ça fait que de vous donner de la tendresse à vous-même. Offrez-vous un sourire. Vous pouvez doucement remuer les doigts, les orteils. Vous étirez légèrement pour reprendre contact avec le monde autour de vous. Et à votre rythme, revenir ici maintenant. Merci beaucoup pour cette pratique inédite dans l'école. C'était très beau que tu parles de tendresse. Moi, c'est vraiment quelque chose aussi que je retiens beaucoup du livre.
enfin, c'est grâce à toi et à ton livre que j'ai vu à quel point mon intimité et la sexualité manquaient de tendresse et tout était concentré sur le plaisir, et comment la tendresse était très, très absente. Donc c'est vraiment précieux. Merci. Merci. Alors si vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus. Ou partager sur l'expérience que vous venez d'avoir. Complètement, ouais. Bonsoir, j'ai une double culture en fait. Je suis d'origine mexicaine et j'ai passé un quart de siècle dans mon pays. Donc c'est pour vous dire que une partie de moi, il y a un sentiment affectif qui est très fort chez moi et un sentiment plutôt intellectuel parce que je suis arrivé en France à peu près à l'âge de 30 ans. Donc tout ce qui est intellectuel, si je peux dire, est un peu français, et tout ce qui est affectif est mexicain. Ma question était de savoir, parce que quand j'étais au Mexique, je suis tombé amoureux des deux femmes, quand j'étais au lycée et après quand j'étais à l'université. Et ma question est de savoir où est-ce que vous mettez, vous, l'amour dans cette histoire de la sexualité, parce que quand j'étais amoureux là-bas, comment dire, il y avait un sentiment d'amour assez fort. Donc, je me suis jamais posé les mêmes questions que je me pose aujourd'hui en France. Et donc, voilà, c'était la question. Là. Où mettez-vous l'amour dans les relations, là, dans la sexualité? Parce que là, j'ai jamais eu de problèmes. Et ici, j'ai plus tendance à intellectualiser les choses, en fait. Je vais répondre peut-être un petit... Aujourd'hui, il y a beaucoup cette culture du sexe sans amour, d'ailleurs. Et je vais répondre de manière différente à cette question, mais... et moi, j'aime bien l'idée qu'on peut aimer, qu'on se connaisse depuis 5 minutes, 1 heure ou 40 ans. C'est-à-dire qu'on peut faire l'amour, on peut avoir un rapport sexuel mécanique ou vulnérable et connecté. Et je pense que dans notre culture européenne, c'est vrai qu'on a tendance à très intellectualiser. Et je trouve que c'est beau que tu saches ce que ça fait l'amour. Tu sais ce que ça fait à l'intérieur de toi, tu sais ce que tu as envie de partager. Et je pense que c'est un des grands pièges où parfois, souvent, on sait ce qu'on a envie de vivre, mais comme ça ne fait pas forcément partie du cadre de référence de l'autre ou de ce à quoi au moins on pense que l'autre s'attend ou s'autorise, du coup, nous, on ne s'autorise pas à exprimer tout cet amour ou à exprimer tout notre désir. Et du coup, je me demande si d'une certaine manière, ta partie amante, en fait, qui aime, qui est très expressive, qui est très intense, qui est très riche, Quand je sentais, quand t'en parlais, il y avait une richesse, en fait, dans cet amour que tu portais quand tu étais là-bas. Et ici, comme c'est un peu moins le cadre de référence, tu t'es moins autorisé, en fait, peut-être à le vivre et à amener des gens dans ton monde. Et je pense que quand on a quelque chose d'aussi beau que ce que toi tu as à l'intérieur, c'est important d'oser amener les autres dans notre monde, même si ça peut les mettre mal à l'aise au début. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Pour se connecter comme ça à son désir presque instantané, j'ai envie de ci, puis j'ai envie de ça, est-ce qu'il faut se mettre en condition avant? Est-ce qu'il faut faire une méditation? Enfin, il y a des conseils. C'est une bonne question. Je pense que plus on le pratique, en fait, la méditation, plus c'est facile d'accéder au corps. Et dans les moments de sexualité, tu peux juste prendre un instant, en fait, pour « Ah, ok, maintenant que j'ai mon accès facile au corps, pouf, j'accède, de quoi j'ai envie ?» Et l'expression du désir, pour moi, ça a mis 1 an entre le moment où je me suis dit « Ah tiens, il faudrait que j'apprenne à exprimer mon désir » et où j'arrivais dans le moment à dire « J'ai envie de ça ». Pour moi, ça a été... je me suis rendu compte que j'exprimais pas mon désir sur le moment, parce que soit je savais pas exactement ce que c'était, soit j'osais pas l'exprimer. Et du coup, j'ai posé un nouveau cadre avec mon partenaire en disant je me rends compte que j'exprime pas beaucoup mon désir, j'aimerais t'exprimer plus, est-ce que ça serait ok pour toi? Il a dit ah oui, bien sûr, tout ça. Et du coup, j'ai commencé. Chérie,
il y a 3 jours, je n'ai pas osé te dire que j'avais envie d'un cunier. Ah ok. Et petit à petit, en fait, j'ai pu réduire la durée de temps entre le moment où j'avais la pensée et où j'arrivais à le dire. Donc c'est une pratique. Mais une fois que tu es vraiment connecté à ton corps et que l'expression du désir, c'est juste là, à l'instant, ah bah là, à l'instant, j'ai envie que tu m'attrapes les cheveux. Là, à l'instant, j'ai envie de... C'est juste... Et c'est vrai que connecter à son corps. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un désir qui part de la tête. Mais si tu peux même juste fermer les yeux un instant si ça aide. Quelles sensations sont dans mon corps? Où est-ce que c'est le plus fort peut-être? Ou quelle partie aurait envie d'être touchée? Qu'est-ce qui serait une caresse agréable? Et à partir de là. Si vous êtes dans une situation où vous dites « je ne sais pas ce que je veux », je vous invite à faire des expériences. C'est-à-dire que moi j'aime bien proposer de bannir les mots « je ne sais pas ». Je vous propose du coup de bannir les mots « je ne sais pas » de votre vocabulaire, au moins dans la sexualité. Parce que il y a toujours quelque chose à essayer. C'est-à-dire que vous pouvez forcément avoir l'idée de peut-être que j'ai envie que tu me caresses les cheveux. On essaye. Et puis si c'est pas ça, je peux demander autre chose. Puis je peux demander autre chose. En fait, du coup, si tu sais pas sur le moment, tente. Et une fois qu'on a demandé un désir, on n'a pas signé un contrat qu'on a envie qu'il fasse ça pendant 15 minutes et qu'on n'a rien envie d'autre. Il n'y a pas de limite sur le nombre de désirs qu'on a le droit d'exprimer. On peut en exprimer un, puis en exprimer un autre. Il vaut mieux que le partenaire soit un peu dans la même démarche. C'est pour ça que c'est important de poser le cadre au début. C'est-à-dire que c'est vrai que si là, d'un coup, vous rentrez chez vous et vous vous mettez à exprimer 45 désirs, ça peut surprendre. Mais par contre, d'exprimer comme moi je l'ai fait, de dire je me rends compte que c'est difficile pour moi de te dire ce dont j'ai envie dans les moments parce que j'ai peur que tu prennes mal ou que j'ai honte ou que j'ai peur que tu penses que ça soit bête ce que je te demande, enfin je sais pas, ou juste dire ce qui se passe pour toi et demander est-ce que ça serait ok qu'on tous les deux on commence à exprimer nos désirs plus. Probablement, il va dire oui. Parce que si on est en couple avec quelqu'un, il ou elle a envie de nous rendre heureux de base, c'est l'idée du couple en fait. Sinon, on changeait de couple. Mais s'il y a cette idée de base de on a envie de se rendre heureux, du coup l'autre a envie de connaître nos désirs. Mais c'est vrai que poser cette règle-là, en fait, ça change la donne. Parce que du coup, c'est plus aussi grand à sauter en fait, le premier pas. Entre le moment où on a posé ce cadre et où on n'a pas posé ce cadre, on n'a jamais exprimé de désir, et du coup, là, d'un coup, exprimer un désir, ce serait un grand saut à faire. Mais si on en a parlé, on a dit, j'aimerais bien essayer de te dire plus ce que je veux, est-ce que c'est ok pour toi? Du coup, au lieu de faire ça comme saut, on fait ça comme saut. Avec plaisir. D'autres questions? Ici? Est-ce que vous travaillez d'une manière différente avec les différents âges de la vie? Par exemple, un couple qui a 20 ans, un autre qui a autour des 40 ans, un autre autour des 70 ans? Pas vraiment. Non. Parce que le désir, il fonctionne plus ou moins de la même manière, en fait, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 80. C'est vraiment là, à l'instant, je contacte à l'intérieur de moi. J'ai souvent... C'est-à-dire que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne fait pas l'amour de la même manière à 20 ans qu'à 80. Mais du coup, on s'adapte. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je disais pour ne pas tomber dans la routine, on contacte notre désir, c'est aussi, on n'a pas envie de faire l'amour de la même manière si on a 20 ans ou si on a 30 ans et on est enceinte. Notre corps est différent. Ou si on vient d'avoir un bébé. C'est-à-dire que chaque moment, notre corps est différent. Et du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir être présent là, à l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pas avoir une formule, une idée. C'est pareil, dans la méditation, on s'assoit et on voit ce qui est. On n'a pas forcément une intention précise ou il ne faut pas faire quelque chose. Juste, on voit ce qui est, ce dont on a besoin. Et je pense que la grande problématique sur les différentes phases et âges de la vie, c'est qu'on est accroché à une certaine manière de faire parce qu'on a une technique dans la sexualité.
on a un script, on a une certaine... Le script ne fonctionne pas... Il fonctionne plus facilement, on va dire, à 20 ans qu'après, mais même, il ne rend pas les gens heureux à n'importe quelle phase. Tu peux parler dans le micro. Peut-être le voir aussi avec les couples recomposés. Ouais. Une habitude Ouais. ancienne et quelque chose d'autre à mettre en place. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que chaque partenaire va être différent. Et du coup, on a besoin... C'est-à-dire que la sexualité, c'est constamment s'adapter, en fait. C'est être attentif. Et à partir du moment où on est attentif, on fait ce qui est juste. Et peut-être que, oui, juste après avoir accouché, on a envie de moins de pénétration et plus de tendresse et de caresse. Peut-être que... là, c'est intéressant, j'ai une femme qui vient de me voir en ce moment. Elle a 55 ans. Et toute sa vie, elle a beaucoup aimé le sexe et elle a aimé le sexe vite et fort, vite et fort. Pour elle, elle avait besoin d'être... Et elle me dit, j'ai l'impression de ne plus aimer le sexe. Et en fait, quand on a creusé un peu, c'est que son corps n'aime plus vite et fort. Et en fait, elle a envie de tendresse. Elle a envie d'être caressée partout, elle a envie de légèreté. Mais ça ne faisait pas partie de son répertoire de base. En fait, elle a toujours aimé juste ce truc un peu intense, très, très charnel et vite et fort pendant longtemps. C'était ça qui marchait, c'était le seul truc qui lui donnait des orgasmes, c'était que ça qui fonctionnait. Et du coup, là, elle se retrouvait bloquée parce que ça ne marchait plus. Et en fait, tout l'enjeu, c'était juste de s'autoriser. Et maintenant qu'on a autorisé à avoir plus de tendresse, ce que de toute manière son mari voulait, donc ça arrange tout le monde, ils ont découvert une nouvelle sexualité. Donc je pense que c'est juste à chaque moment être attentif et se poser la question, là à l'instant, qu'est-ce que je veux? Et on n'a même pas besoin d'attendre la ménopause ou quelque chose comme ça pour avoir ces changements. C'est-à-dire que si une femme n'est pas sous pilule contraceptive, ne prend pas de traitement hormonal, et donc a un cycle menstruel, à chaque jour du mois, enfin à chaque jour de son cycle menstruel, son corps va être fondamentalement différent. Le taux d'hormones va être différent. Donc une caresse sur les tétons va être soit délicieuse, soit insupportable. J'ai envie de te mettre un coup de poing dans la tête si tu me touches. Du coup, on ne peut pas s'attendre à avoir une formule où on a besoin de s'adapter à chaque moment. C'est pas juste à chaque phase de la vie, mais c'est chaque moment en fait. Merci pour cette question. Il y a d'autres... Merci. Est-ce que des fois le fait d'exprimer son désir ou d'entendre celui de l'autre ne met pas une certaine pression sur le partenaire et du coup fait retomber dans le cercle vicieux du pression, donc blocage, et du coup aussi avoir envie au même moment? Comment est-ce que ça peut se traiter d'après vous? C'est une très bonne question et j'ai vu plusieurs têtes qui hochent quand tu l'as posée, donc tu as bien fait de poser la question. Un désir, ce n'est pas un ordre. C'est pas donner une nouvelle injonction. Je pense que le plus important dans le désir, c'est l'expression du désir, moins que la réalisation du désir, déjà. Parce que dans l'expression du désir, on se rencontre. C'est-à-dire de pouvoir accepter de base, ok, l'autre a des désirs, ça ne veut pas dire que je suis obligée de m'y conformer. Et une des choses sur lesquelles je travaille avec les gens qui viennent me voir, c'est la négociation. C'est ok, tu as ce désir, je n'ai pas le même désir. Par contre, j'ai envie de connecter. Qu'est-ce que je pourrais proposer ou trouver? Ou alors dans cette proposition, qu'est-ce qui me fait non? Ça me fait penser à un couple qui venait me voir et qui... elle n'a pas envie de faire l'amour très longtemps, elle n'a pas très souvent envie, et quand elle a envie, elle ne veut pas dire que ça dure trop longtemps en fait, parce que ça va l'irriter ou que, bref, parfois elle a juste, ça lui a suffi en fait. Mais sauf que lui, c'est difficile pour lui quand il n'éjacule pas. Il a vraiment envie d'éjaculer, d'avoir un orgasme, et du coup il y a cette tension constante de s'il lui dit qu'en fait il a envie d'aller à l'orgasme, elle se sent obligée. Et dans le processus de négociation, par exemple, on a trouvé que déjà, pour aller à l'orgasme, ils ne sont pas obligés de continuer à la pénétration. Donc on peut continuer, parfois ça serait ok pour elle de continuer, mais c'est pas ok pour elle de continuer dans la pénétration. Ok, du coup, si c'est ok pour elle de continuer, qu'est-ce qui serait ok?
Est-ce qu'elle le caresse? Est-ce que lui se caresse devant elle et elle reçoit en fait son énergie? Et pour elle, à la base, quand elle pensait à ça, parce que lui, il lui avait déjà proposé, mais pour elle, c'était dégradant si lui se masturbait devant elle. Mais quand je l'ai proposé comme une offrande, en fait, c'est en fait juste, il partage son énergie sexuelle et toi, tu es là juste et tu reçois son énergie. Elle dit, oh, en fait, ça me plaît trop comme ça. Et du coup, ils ont testé ça et ils ont adoré. Et donc, c'est vraiment de trouver et aussi d'accepter que parfois, c'est non. Et du coup, il a 2 mains et il est grand. S'il a besoin d'un orgasme, il peut se le donner tout seul. Et du coup, ce point de négociation, il est vraiment important. C'est-à-dire que je pense que c'est important de trouver quelque chose qui soit à 100% juste pour les deux. Et je pense que dans la mesure où on a envie d'être connecté et on est libre, on peut toujours trouver quelque chose qui nous excite tous les deux. Mais on a besoin d'apprendre à autoriser pleinement notre non et à autoriser pleinement à négocier. Et à trouver à l'intérieur de nous le désir de connecter, le désir qui part de nous en fait, pas pour faire plaisir. C'est-à-dire, c'est pas accepter qu'il fasse devant elle pour qu'il fasse plaisir, mais en fait, pour elle, cette idée-là, il y a vraiment un truc qui l'a excité dedans. Et du coup, ça partait de son désir. Et du coup, ils ont pu se retrouver dans ce moment-là. Ça te parle, ce que je suis en train de dire? Ouais. Encore une fois, c'est comme communiquer et ouvrir la porte et voir aussi ce qui se passe, mais il n'y a rien qui se passe si on ne commence pas déjà par parler, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment important, cette question de négocier et de pas juste « ok, t'as dit ça, il faut que je le fasse, j'ai dit ça, il faut qu'il le fasse ». Et du coup, on est pris au piège. Parce que sinon, c'est vrai que demander, exprimer un désir, c'est imposer quelque chose à l'autre. Alors que non, pas du tout, en fait. On pose aussi la règle que personne ne se force pour faire plaisir à l'autre, qu'on peut négocier et qu'on fait que ce qui est juste que pour chacun et que si c'est vraiment un non, on respecte ce non. Mais respecter le non, c'est pas la même chose si c'est non à chaque fois, qu'on se sent bloqué, qu'il n'y a aucune autre porte et que du coup on est prêt à prendre un peu ce qu'on peut avoir. C'est un non dans l'abondance, sachant que si la personne peut dire un vrai non, très probablement quand même, dans pas très très longtemps, il y a un oui qui va arriver. Parce que quand on est libre, on a du désir. Pleinement libre. On a envie de connecter, on a envie de toucher, on a envie d'être touché. Si on est libre. Et donc c'est trouver un peu cet équilibre. Et je pense que c'est très dur à faire seul. Enfin, à faire seul en couple. Et c'est pour ça que mon métier existe. Parce qu'il y a un moment où s'il n'y a pas... On a cette idée dans notre société que le couple, c'est une bulle isolée. Et que les problèmes de couple, ça doit rester dans le couple. Et que on a créé le couple de manière très très isolée en fait. Et du coup, on se retrouve seul avec nos problèmes. Le problème, c'est que nos insécurités et nos peurs se collent avec les insécurités et les peurs de l'autre. Et quand on est dans cette dynamique-là, on est bloqué en fait. Et je pense que parfois, il y a besoin d'une tierce personne. Que ce soit un ami, un proche, ou le plus efficace quand même, un thérapeute, pour juste démêler. Et une fois qu'on a démêlé, du coup, on peut facilement négocier. Mais il y a un moment où, moi j'ai des couples qui viennent me voir, ou parfois qui disent j'ai lu tes livres, tout ça, regardé tes vidéos, mais on continue à... Et on fait 2-3 séances, et en fait, on bloque plus. Si ça bloque, s'autoriser à investir les ressources, à trouver les ressources, pour que ça bloque pas à des endroits où il n'y a pas vraiment besoin que ça bloque en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes. On a encore beaucoup ce tabou en France de on va voir un thérapeute que s'il y a un problème. Moi, quand je me suis mis en couple avec mon chéri, je lui ai dit, tu sais, on se met en couple, à un moment, on va faire de la thérapie ensemble, ça va être trop bien. J'ai tellement hâte de ce moment où on va du coup pouvoir prendre le temps de juste poser comment on communique, comment on peut aller plus loin dans l'intimité. Parfois, j'ai des couples qui viennent me voir où tout va bien, mais ils ont envie d'explorer plus, ils ont envie... J'ai eu un couple qui est venu me voir parce qu'ils emménageaient ensemble et ils voulaient faire un bébé et ils sont venus en me disant « Je veux vraiment qu'on s'assure d'avoir une bonne base de communication solide et épanouie avant de faire un enfant et au début de vivre ensemble, avant qu'il y ait les problèmes qui arrivent. » Donc voilà, toutes les choses que j'ai à dire là-dessus. Je ne sais pas combien de temps nous... Est-ce qu'il y a une dernière question? Tu n'abuses pas, tu as le droit à ton désir, prends ta place. Et ben voilà, justement, comment ça se fait qu'on a tant de mal à exprimer notre désir?
Est-ce que c'est plus féminin que masculin? Pourquoi? Je pense que c'est dur de deux côtés pour différentes raisons. Pour moi, une des grandes choses, et dont j'en parle beaucoup dans le livre, c'est toute cette partie des petits. On nous a appris à être calme, pas avoir trop d'émotions, pas avoir trop de besoins. Et du coup, on apprend à pas prendre trop de place, en fait, à pas déranger. Il y a un livre magnifique, comment ça s'appelle, d'Alfie Kohn, sur, je crois, les enfants gâtés, le mythe du parent hélicoptère, les enfants gâtés, un truc comme ça, enfin bref. Et dans ce livre retrace en fait l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on entend toujours parler, les enfants d'aujourd'hui, ils sont plus ceux d'hier, aujourd'hui les enfants, ils n'ont plus aucun respect pour leurs parents, enfin tout ça. Et en fait, dans le livre, elle a juste étudié tous les textes où on entend parler des enfants, et déjà les parents de nos parents disaient ça. Et leurs parents disaient ça. Et en fait, dans les années 1700, c'était déjà écrit, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect, traitent pas bien les adultes, franchement, qu'est-ce qui se passe avec la génération d'aujourd'hui, c'est des fainéants, dans les années 1500. Et en fait, dans des textes avant Jésus-Christ, on voit ces mêmes propos. Sa conclusion, c'est qu'on n'a jamais appris à aimer les enfants. Parce que les enfants, c'est plein d'énergie, c'est plein de joie, ça fait du bruit, ça a des besoins, ça demande, ils ne sont pas encore brimés de trucs. Et comme on n'a jamais pleinement appris à aimer les enfants, on leur apprend à rentrer dans des cases, à pas faire trop de bruit, à pas trop demander, à pas trop le gêner. Et dès là, en fait, on intègre qu'on n'a pas le droit de désirer, et après, c'est dur à désapprendre. C'est très dur à désapprendre quand dans la famille, il n'y a pas eu place pour nos émotions, nos besoins. Et ça peut se désapprendre, on peut réapprendre. En thérapie, avec un accompagnement, dans un couple bienveillant, en s'autorisant. Mais c'est un apprentissage. Quand on n'a pas eu petit, on a besoin de faire à un moment ou à un autre. Merci beaucoup Margot. Vraiment, c'était passionnant. On a abordé, vous l'avez vu, c'est un gros livre. Il y a plein d'autres choses, des aspects très précis sur le rapport au corps, beaucoup de choses sur la relation, sur les types d'attachement, etc. Donc c'est vraiment un livre très très riche, qui est passionnant à lire. Donc merci d'avoir fait ce travail, merci d'être venu pour nous parler de tout ça. Et puis encore une fois, montrer ces ponts avec la pratique, c'est vraiment précieux pour l'école aussi. Et puis je pense, c'est vraiment un sujet, encore une fois, dont on parle trop peu et trop mal. Et là, d'avoir un espace comme celui-ci, on peut l'aborder pleinement, sans tabou, sans trop rougir, et voir vraiment cet aspect de guérison que tu amènes. C'est très très aidant. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis, je ne sais pas si tu veux dire un mot de conclusion aussi, peut-être. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir ouvert cet espace pour ce que j'ai à amener et oser parler de sexualité dans le cadre de la méditation. Je pense que c'est vraiment important que ces mondes se rejoignent. Et ça me fait du bien d'être là. Et puis en plus, moi, je suis pas très loin, je suis dans le 11e. Du coup, c'était facile de venir. Mais je serais venue même si j'étais loin. Je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir partagé cette soirée avec vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir osé venir à une soirée où on parle de sexualité. Pour moi, ça me fait du bien parce que ça continue de me montrer que tous mes efforts, qu'il y a des gens qui veulent recevoir ce que j'ai à partager, et c'est vraiment précieux. Donc je vous remercie. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.